Dans les années antérieures, la pauvreté était beaucoup plus visible ou bien quantifiable en termes de valeur matérielle. Mais en ce 21e siècle, la pauvreté n'est plus seulement matérielle, mais elle est aussi morale. Pourquoi la pauvreté est aussi morale en ce 21e siècle? Parce que, à travers les outils, les techniques de l'information et de la communication, à travers les mécanismes de communication tels que Internet, le pauvre, c'est celui qui n'a pas assez d'informations sur ce qui se passe autour de lui, ou bien le pauvre, c'est celui qui n'a pas assez d'informations sur ce qui se passe ailleurs et qu'on peut importer pour pouvoir les calquer dans notre modèle de société. C'est pourquoi, sur le plan de l'économie, celui qui n'a pas assez d'informations, celui qui n'est pas outillé, capable de pouvoir cerner ce qui se passe ailleurs d'une manière positive et les transvaser chez soi pour positiver la négation, il est difficile et extrêmement difficile de pouvoir sortir de cette pauvreté. Or, aussi longtemps qu'on demeure pauvre moralement, on ne cessera jamais de subir les assauts répétitifs de la fluctuation de l'économie mondiale. Parce que la nature des chocs de la première catégorie vient opportunément rappeler que l'inflation résulte souvent des conflits sur la répartition des revenus national ou bien international. Chaque classe d'agents économiques cherchant à maintenir ou accroître son pouvoir d'achat. Elle amène aussi au constat des conséquences de l'inflation en termes de redistribution, car il y a généralement des gagnants et des perdants à ce jeu. Ceux qui ont les moyens de maintenir leur pouvoir d'achat et ceux qui en disposent généralement pas du tout. Ceux qui peuvent augmenter leur prix de vente et ceux qui ne le peuvent pas du tout. Ceux qui sont endettés, qui bénéficient de la dépréciation de leurs dettes, et les créanciers qui, lorsqu'ils sont surpris par une inflation non anticipée, subissent la perte de la valeur réelle du capital qu'ils ont prêté et des intérêts qu'ils perçoivent. Vous me direz peut-être que c'est pédagogique, mais je viendrai pas à pas. À travers l'économie numérique, nous avons compris une chose, que la crypto-monnaie TBC dont je vous parle est un ensemble d'un mécanisme qui regroupe en son sein une communauté de membres à travers le monde entier qui utilisent cet instrument à valeur monétaire. Parce que TBC c'est un instrument comme le dollar, comme le franc CFA, comme le naira, comme l'euro, comme le dinar, comme le shekel et bien d'autres monnaies qui existent à travers le monde. Je prends un exemple. La valeur économique monétaire du dollar, c'est combien? Un dollar est égal à 550 francs CFA.
1 euro est égal à 655 francs CFA. Ça, c'est la valeur monétaire, parce qu'elle est physique, puisque matérielle. Tandis que dans la valeur virtuelle, une pièce de TBC est égale à 8 millions de dollars, parce qu'elle est quantifiée en termes de grains d'or. En un mot, une pièce de TBC est égale à 400 grains d'or. Les 400 grains d'or sur le marché mondial est égal à 8 millions de dollars. Lorsqu'on convertit les 8 millions de dollars en francs CFA, cela nous donne 4 milliards de francs CFA. C'est pour cela que je l'appelle la pièce qui vaut des milliards. Mais comme elle est virtuelle, beaucoup de personnes ne comprennent pas encore l'enjeu de cette importance monétaire. Jusque pour eux, c'est nouveau. Mais c'est nouveau pour eux parce que la pauvreté morale nous a aveuglés au point où personne ne veut connaître les techniques de l'information et de la communication. Personne ne veut connaître comment on utilise Internet pour faire des recherches, pour découvrir sur ce qui se passe sur d'autres continents. Raison pour laquelle j'ai estimé que, au lieu que je puisse garder à moi seul ces connaissances, il va falloir que j'essaye de venir à vous, mes frères et sœurs, à travers cette vidéo, pour vous parler que le monde dans lequel nous vivons est en train de beaucoup évoluer, et plus il est en train d'évoluer, l'outil Internet nous fait découvrir beaucoup de choses de ce qui se passe sur d'autres cieux. Ce n'est pas une secte, mais c'est la science du développement. Et comme cette science du développement nous fait connaître, nous fait découvrir beaucoup de bonnes choses qui se passent ailleurs, pourquoi est-ce que nous, Africains, ne pouvons-nous pas aussi calquer ce développement dans notre système économique? Alors, vous comprendrez que dans le deuxième palier, j'ai dit ceux qui peuvent augmenter leur prix de vente et ceux qui ne le peuvent pas. Ceux qui sont endettés, qui bénéficient de la dépréciation de leurs dettes, et les créanciers qui, lorsqu'ils sont surpris par une inflation non anticipée, subissent la perte de leur valeur réelle du capital qu'ils ont prêté et des intérêts qu'ils perçoivent. Ça, c'est le fonctionnement rythmique, cataclysmique des banques. Parce que les banques ne fonctionnent pas pour le bonheur de ceux qui viennent emprunter de l'argent pour eux. Les banques fonctionnent pour le bonheur de leurs propres intérêts. J'en suis une victime parce que j'y ai prêté un peu de l'argent à cette banque, mais aujourd'hui, je ne vois que du feu parce que j'ai cru qu'un crédit bancaire devait me permettre de respirer. Mais au lieu de respirer, je suis plutôt en train de transpirer. C'est pourquoi les fluctuations ne touchent que beaucoup plus ceux qui sont attachés à la monnaie matérielle. Or, depuis la création de Bitcoin, il y a de cela 10 ans, voire 11 ans, ceux qui ont investi dans cette crypto-monnaie sont aujourd'hui hors du danger parce qu'ils n'ont pas une dette qui les asphyxie. Mais au contraire, au lieu d'être endettés, au lieu de quémander, au lieu de vivre de la générosité de certains, ils sont beaucoup plus ceux-là qui donnent, qui contribuent dans le bonheur qui est celui de donner plus que de recevoir. Je voudrais nous dire une chose, à supposer même que l'on puisse s'appuyer sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle et imputer à un excès de création monétaire
les dérives inflationnistes resteraient à comprendre d'où vient cette liquidité excessive. Parce qu'avec la monnaie physique, les monnaies que nous utilisons, quelle que soit la manière dont tu peux avoir de l'argent pour déposer ça dans une banque, il va falloir justifier la provenance. Sinon, les gendarmes financiers seront à tes trousses pour découvrir où est-ce que tu as trouvé autant d'argent pour pouvoir les mettre dans une banque. Historiquement, le recours à la planche billet a presque toujours constitué l'ultime échappatoire des politiques financières insoutenables, la monétisation de la dette publique engendrant alors une inflation dont l'effet est d'alléger la charge réelle de la dette publique. Et l'économie numérique offre une page belle à TBC d'apporter une solution là où la monnaie inflationniste semble montrer ses limites. Le rôle moteur des finances publiques, par le biais de leurs effets sur les évolutions du taux d'intérêt, dans une démarche communautaire telle que celui de TBC, apparaît donc décisif dans certaines analyses récentes, au point même de déboucher sur une théorie budgétaire d'abondance financière, mettant ainsi en évidence la possibilité de lutter efficacement contre la pauvreté dans le monde en général et en Afrique en particulier, ainsi qu'une stabilité de croissance économique. Alors, en proposant une modernisation de la théorie quantitative de la monnaie virtuelle à l'instar de TBC, c'est le bien-être social qui s'impose comme un havre de paix dans un monde où la quête des ressources financières prend le dessus sur la valeur humaine. La crypto-monnaie en général constitue aussi la justification essentielle à l'octroi de l'indépendance financière qui a marqué la dernière décennie dans la plupart des pays et plus qu'ailleurs en Europe avec la création d'une monnaie unique en termes de sécurisation de transactions. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie est une source de sécurisation monétaire? C'est parce que d'un, tu n'es pas obligé de te promener avec beaucoup de cash ou bien de liquidité en poche ou bien dans un porte-monnaie pour être agressé et volé. De deux, les transactions par voie électronique ou bien virtuelle à travers l'économie numérique facilitent les choses en termes de temps. Là où il faut faire des jours pour s'assurer d'une transaction monétaire, avec la monnaie virtuelle TBC, c'est juste question de secondes. C'est juste question d'application et tout est parti. Et même aujourd'hui, l'Afrique est accusée parmi les continents les plus corrompus. Ou bien le Cameroun bat le record en termes d'accusation comme le pays le plus corrompu. Or, si la monnaie n'était pas matérielle, en circulation entre les mains des humains et des individus, si la monnaie n'était pas seulement quantitative pour une minorité de personnes, la majorité qui n'en a pas ne devait pas sombrer sous le joug de l'escroquerie financière ou bien ne devrait pas être esclave de la corruption. Il y a corruption parce que ceux qui n'en ont pas ont besoin de créer des alchimies et des inventions pour tromper la vigilance, ou bien même les décideurs politiques utilisent la corruption pour s'imposer aux autres comme une alternative
de subsistance. Et pourtant, avec l'abondance financière que nous offre TBC, si nous sommes tous à l'abri de nos besoins, qui aura besoin, qui sera contraint de brader sa dignité, de se voir traduit en justice, de se retrouver en prison parce qu'il a volé? Je ne dis pas que c'est possible. Je dis que c'est impossible. Parce que si tu es à l'abri de tes besoins, qu'est-ce qui va te pousser à aller voler? Si tu es à l'abri de tes besoins, qu'est-ce qui va te pousser à humilier ta famille, à humilier ta communauté sociale? Parce que dire ou bien entendre que le fils de tel est en prison parce qu'il a volé, c'est une honte sociale en Afrique. Alors, mes frères et sœurs, saisons l'opportunité que nous offre TBC, sortons, dégageons-nous de ces pièges que nous impose la monnaie physique pour que chacun soit à l'abri du besoin avec la crypto-monnaie TBC qui est source d'abondance financière. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.